et en juin 1945, j'avais 17 ans. Le 1er juin 1945, le maire nous informe que nos déportés seraient en gare du Mans vers 15 h, prévenus par la Croix-Rouge, parce que j'étais secouriste et je suis devenue présidente des secouristes de la Sarthe, prise en charge par la Croix-Rouge. On a fait l'accueil à la gare du Mans. Que dire de ces femmes et de ces hommes? Heureux de rentrer, c'est sûr, mais sans aucune manifestation de joie. De retrouver le seuil sarthois, sa famille, ses amis. On leur parlait, ils ne répondaient pas. Ces femmes et ces hommes pensaient encore à leur calvaire, n'avaient pas envie de parler. Les personnes venaient de Ravensbrück, de Dachau, de Auschwitz, de Buchenwald et de Buckmaster. Je vais peut-être trop vite. Non? Oui, ça va? Bon. Elles sont gentilles, elles disent pas la même chose avec moi. Oui, alors à cet âge-là, bon, j'étais pareil à leur âge. Hein. Bon. Leur départ de France était Romainville pour les femmes et Compiègne pour les hommes. Je ne me suis pas trompée, hein, chef? Beaucoup ont été gazés, avaient un numéro matricule bloc. Et d'ailleurs, notre chef, M. Caffery, vous a porté une tenue de déporté. Voilà comment elles arrivaient, les femmes, les hommes. Elles vivaient dans la saleté, peu nourries, humiliées, et voulaient mourir. Avaient hâte de rentrer sans plus, c'est ce que je leur demandais, mais sans aucune personnalité, personne ne parlait. Arrivés à la gare du Mans, on les accueillait, on les restaurait un peu avec du pain et des rillettes, des fruits, et repartaient dans des camions de l'armée via caserne Chanzy ou le camp d'Auvour, après quoi les familles les récupéraient. L'hiver 44 et 45 a été très rude. Je reviens, je voulais leur poser des questions auxquelles elles n'avaient aucune envie de parler, de s'exprimer. Pas de joie, pas de sourire, leurs vêtements lacérés. Pour nous jeunes à l'époque, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je pense que vous avez quel âge à peu près, 14, 15 hein, c'est ça? Bon. Nous étions pétrifiés d'horreur devant ces squelettes humains, le crâne rasé, le visage tuméfié, la bouche ouverte pour mieux respirer. Des vêtements trop larges avaient beaucoup maigri. Elles ont vécu avec la faim. Elles ont perdu le sommeil. Elles pensaient toujours au four crématoire. Elles se sentaient plus vivantes, avaient toujours peur de la rafle, le train d'enfer. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 96 000 hommes et femmes juifs déportés de France entre 42 et 44. Notez bien le chiffre, 96 000. Pour moi, je ne peux pas oublier cette scène et tous mes collègues qui étaient avec moi ne pouvaient pas l'oublier. Pour ma part, c'était un petit peu fatigant car je partageais mon temps entre l'hôpital et la gare. Nous avons acquis notre liberté au prix de leur vie. C'est une histoire réelle d'une longue vie dont la flamme ne s'est jamais éteinte. Je suis fière porteuse aujourd'hui pour vous expliquer cet événement
vous transmettent à vous tous, les jeunes, plus jamais ça. Toute jeune ayant subi la guerre, je voulais servir la France. J'ai voulu rendre la vie et par là partager les joies, mais aussi les peines. Dites-vous bien qu'il faut toujours dire respect et reconnaissance. J'ai toujours observé le chemin de la mémoire. J'assiste toujours avec fierté aux cérémonies militaires, mon chef vous en parlera, et en particulier pour la journée des déportés. Ce sera le 70e anniversaire cette année de la libération des camps. Et je suis fière de vous dire que cela fait 37 ans que je porte le drapeau. Et j'envoie un SOS parmi vous pour venir nous rejoindre. Et je peux même vous dire quelque chose qui est en dehors de, mais ça peut servir autrement, à la libération du Mans. Je vois 3 religieuses place de la des Jacobins. Je leur dis bonjour mes sœurs. Ils me font ça. J'ai reconnu leurs vêtements en dessous de la toilette des franciscaines. Ils avaient piqué les tenues religieuses des franciscaines. Place des Jacobins, je me dirigeais vers le marchand de meubles, vous le connaissez. Et à ce moment-là, c'était le centre de FFI, ça s'appelait Forces françaises de l'intérieur. L'ensemble des formations militaires de la résistance, engagées dans les débats, les combats de la libération. Et je m'approche de ces jeunes, de la présence de ces hommes. Et comme moi j'avais 16 ans, on m'appelait la petite, j'étais petite, on m'appelait la petite. Qu'est-ce que tu veux la petite? Eh bien j'ai dit voilà, je m'excuse, mais en 1944-45, les Allemands on les appelait les Boches. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, on les appelait les Boches. J'ai dit bien il y a des Boches qui sont armés et qui sont place des Jacobins. Et ils ont dit on s'en va, on va les arrêter. Ils ont été tous arrêtés et moi j'étais contente. Arrivée à la maison, j'ai dit à maman, à ma mère, ça y est, j'ai arrêté des Allemands. Vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle m'a donné 2 paires de claques parce qu'elle m'a dit on va avoir des représailles. Mais non, je n'ai pas eu de représailles. Voilà, qu'importe, j'étais contente d'avoir fait mon devoir pour la France. Voilà, on éclaire ce que j'ai fait pendant la guerre. Monsieur Caffery. Alors pendant la guerre, j'étais plus jeune. En 1945, j'avais donc 8 ans. Oh, c'est tout jeune, ça. Tout jeune. Et bon, mon père a fait de la résistance, était résistant. Et j'ai voulu, si vous voulez, une fois qu'il est disparu, continuer à honorer la mémoire de tous les Français de cette guerre. Et c'est pour ça que j'ai pris des responsabilités pour que cette mémoire ne s'éteigne pas. Et par exemple, j'étais très heureux d'accompagner des jeunes de Saint-Louis il y a 2 ans au Struthof, où on avait eu une journée formidable avec eux. Et vraiment, aussi bien de la part des professeurs, de votre directrice, un engagement qui était vraiment important et des élèves qui étaient très, très réceptifs. Et là, on a passé sur un lieu de mémoire, on a passé des moments qui étaient importants. Alors, le retour des déportés, je l'avais envoyé à M. Roux. J'habitais une petite commune à côté du Mans, Sargé. Bon, je reviens un peu en arrière. À Sargé, nous n'avons pas eu de déportés.
mais on avait un système de résistance qui était peut-être un peu particulier, c'est-à-dire que le principe était de ne rien dire. Et cela venait de mon père, qu'il a vécu pendant la guerre 14-18 de l'autre côté du front, c'est-à-dire en zone occupée par les Allemands. Et son grand-père, qui était maire du village, est mort sous la torture en 18 pour fait de résistance. Donc, si vous voulez, il y a eu une transmission de la résistance, hein, de 2 générations, et dès 40, il y a eu une organisation sur Sargé et surtout ne rien dire. À tel point que ici vous avez, si vous voulez, une tenue de déportée, Madame De Villiers. Madame De Villiers a été accueillie à Sargé par un monsieur Valienne qui avait une petite ferme, qui était un résistant, si vous voulez, et c'est lui qui lui a amené la nourriture nécessaire, si bien les légumes des jardins que les œufs, que les volailles, etc., et qui ont permis à Madame de Villiers de survivre, et aussi de, si vous voulez, de décompresser, si vous voulez, de ce qu'elle a vécu en pouvant parler. Hein. Et ce brave monsieur, après, il allait chercher son pain dans le bourg, il a cherché son petit col rouge, et si vous voulez, c'est lui qui a transmis si vous voulez, la vie des déportés à la commune de Sargé, si vous voulez, en racontant ce que Madame de Villiers lui disait, si vous voulez. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans les campagnes, il y avait juste le bourg, juste la cité qui avait l'électricité, donc pas de radio. Et il y avait quand même des gens qui travaillaient beaucoup. Ils lisaient peu et souvent le quotidien était remplacé par ce qu'on appelait à l'époque la dépêche du Maine, c'est-à-dire un hebdomadaire qui paraissait toutes les semaines pour donner les grandes lignes, si vous voulez. Donc, il faut se mettre aussi à la place des déportés qui ont eu du mal, si vous voulez, à se réintégrer, parce qu'ils étaient obligés, à chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un, de raconter ce qu'ils avaient vécu. Et comme disait Madame Maurice tout à l'heure, ils ont quand même été très marqués et ils n'aimaient pas, si vous voulez, raconter toujours, ressasser, etc. Donc, il y a eu un problème. Alors, je reviens à l'histoire du secret. À Sargé, on avait 2 groupes de résistants. Et M. Valienne, que je vous dis, qui a accueilli donc les déportés, était dans le groupe à mon père. Et le soir de la libération, au moment d'aller se coucher, il a dit à sa femme, j'ai fait de la résistance, j'étais dans le groupe de résistants du café, M. Hédé, si vous voulez, puis mon père. Il a avoué ça à sa femme. Et sa femme lui a répondu, moi je faisais de la résistance, mais dans l'autre groupe. Dans le groupe, si vous voulez, c'était Maurice Hureau, que vous avez entendu parler, Maurice Hureau, oui. Hein, qui était aussi, si vous voulez, autour du château, si vous voulez. Et même entre mari et femme, il y avait le secret. Hein. Et c'est ça qui est formidable. Et alors, c'est des personnes, ils avaient 10 enfants, c'est des personnes qui accueillaient toute personne de passage. Donc, ils ont accueilli aussi les déportés, si vous voulez. Et ça, c'était, si vous voulez, toute cette vie, si vous voulez, à l'intérieur des campagnes qui existait en 40-44, quoi. Alors, et évidemment, c'est un autre point. L'habitude à l'époque aussi, ce n'était pas d'écouter la radio et puis de regarder la télévision à tout le temps, si vous voulez. Hein. Moi, j'étais en classe au Mans, j'étais chez ma grand-mère. Ma grand-mère, dans le salon, il y avait un poste TCF qui datait des années 30, enfin du temps de son mari qui était décédé. Elle s'est remise à la radio qu'en 48-49, si vous voulez. C'était pas un besoin, si vous voulez, de s'informer. Et ça fait aussi partie, si vous voulez, de l'histoire où des personnes qui ont vécu cette déportation, ils ont eu du mal à transmettre après. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais dire un petit mot.
je porte mon drapeau, bon, on s'en va souvent au monument à la préfecture, et j'ai eu 2 jeunes de Saint-Louis qui étaient avec un professeur, ils étaient 2 ou 3, là, jeunes, et puis ils me disaient, mais comment se fait-il, madame, que vous portez le drapeau? Ils m'ont posé des questions, et je trouvais ça... Ah ben, j'ai dit, quand vous serez plus... si vous voulez, on peut vous accepter de porter des drapeaux, parce qu'on manque de porte-drapeaux. Voilà. Et vous, les jeunes, vous pouvez porter le drapeau. D'ailleurs, je vais laisser à M. Gouault de la part de M. Colin qui m'a donné ça. Alors, bien sûr, vous allez me garder la parole, que vous aurez des questions, etc. Alors, il y a une chose qui est importante, hein. Garder le silence, ça ne veut pas dire être indifférent, d'accord? C'est quelque chose qui est très important, d'accord? Et vous vous souvenez ce que vous avez dit à propos de la résistance, quand les hommes et les femmes s'engageaient dans la résistance, ils le faisaient en faisant très attention, en ne le disant pas, en ne le racontant pas, en évitant de dire à 4, 5, 6, pour éviter, en cas d'arrestation ou autre, de connaître trop de monde. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Garder le silence, ça ne veut pas dire être indifférent. Résister, quand on résiste, on n'est pas indifférent. Et quand on garde le silence, quand on ne dit rien, c'est aussi une façon de résister. Pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous saviez que vous aviez des Juifs qui étaient juste à côté de chez vous, qui habitaient à côté, ne rien dire, c'était aussi une façon de résister. D'accord? Parce que c'était aussi les protéger. C'était aussi les protéger. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que moi, je sais que je proposerai plein. C'est vous qui êtes bien sûr prioritaire, si j'ose dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous écoute. Alors, vous levez la main, vous dites comment vous vous appelez. Paul Mann. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça représente le bout de tissu rouge qu'il y a à côté de... Alors, chaque déporté... Excusez-moi, n'ayez pas peur de parler fort. Madame Maurice entend. Allez-y, Madame Maurice. Non, allez-y, allez-y. Alors, chaque déporté, sur sa tenue, si vous voulez, dans les camps de déportation, avait un triangle de couleurs différentes suivant l'origine par laquelle il était déporté. Alors, vous pouvez continuer. Donc, allez-y, allez-y, vous êtes parti. Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y. Donc, Bon, et alors là, chacun avait son numéro et ils étaient, par exemple, pris dans tel endroit, etc. Ils s'en vont dans un autre camp de concentration. C'est ça? C'est ça. Alors, la couleur du triangle, c'était, par exemple, le rouge, c'était des déportés de résistance. Il y avait des déportés qui étaient des déportés raciaux, des déportés juifs. Une étoile jaune, c'est clair. Hein? Étoile jaune. Étoile jaune. L'étoile jaune, oui. Les homosexuels également étaient déportés. Et Ouais. je ne sais plus quel était le symbole, mais ils avaient aussi un autre symbole. Voilà. Oui. C'était le vert, je crois. C'était le vert, si vous voulez. Alors, les gardes, si vous voulez, les gardes nazis, quand ils voyaient à qui ils avaient affaire. Et la punition est en conséquence. D'autres questions? Qui voulait parler, là. Est-ce que vous avez entendu l'appel du général de Gaulle et qu'est-ce que ça vous a fait en fonction de je l'ai entendu. De l'appel à la radio du maréchal Pétain? Oui, ça je l'ai entendu et on prenait la radio et on écoutait le général de Gaulle. Si seulement il revenait encore au pouvoir, ce serait bien. Petite erreur, on ne dit pas l'appel du maréchal Pétain, on dit le discours du maréchal Pétain et l'appel du général de Gaulle. Je rappelle l'importance des mots de vocabulaire. C'est vrai que c'est la seule difficulté, la seule contrainte qu'il faut absolument que vous ayez dans votre esprit. La précision des mots. N'ayez pas peur, moi oui, vas-y. Hugo Courrier, quelle était votre impression par rapport au maréchal Pétain? Je ne l'ai pas apprécié, c'est tout. Je ne dirai pas plus, je ne l'apprécie pas. Alors, par rapport aux déportés, revenons à notre sujet. Moi j'ai une question qui est peut-être compliquée. Pourquoi gardait-il le silence? Oui, je pense qu'ils gardaient le silence parce qu'ils ont été pris pendant des années, camouflés.
ils pensaient à leur endroit où ils se trouvaient, et quand ils sont sortis de ces endroits-là, moi j'ai l'impression que pour eux c'était, mais où est-ce qu'on est, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est vrai, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et ils étaient bloqués, je pense qu'ils étaient bloqués. Et je vous ai apporté d'ailleurs des photos, vous allez voir. Il y a M. Auduc qui est un fils de retraite dont les parents étaient retraités, et il nous expliquait bien des fois à des cérémonies, les parents ne parlaient plus. Les deux, ils ont eu le père et la mère, et à table, ils ne parlaient pas. Ils étaient bloqués. Je pense que c'est leur situation de vie qui faisait que il y avait un trou, certainement. Franck Copiel, combien de déportés vous avez eu en tout? Accueillis. Il y avait des trains entiers qui arrivaient pour la Sarthe. Alors là, comme le mois de juin, là, quand on appelle, monsieur le maire nous appelait avec la Croix-Rouge, il y avait tout un train entier qui déversait un peu partout dans la Sarthe, et la Mayenne et la Loire-et-Cher. Est-ce qu'il y a des jeunes que vous avez reçus avec qui vous avez gardé contact? Est-ce qu'il y a des jeunes que vous avez reçus, que vous avez accueillis, avec qui vous avez gardé contact? Non, pas précisément, non. Ils se seront disloqués les uns et les autres, et chacun a fait sa vie, quoi, et c'est dommage, oui. Mais j'ai resté longtemps quand même à la Croix-Rouge, donc j'avais des bonnes relations. Ils ont fait quoi les Juifs après? Parce qu'ils n'avaient rien en fait. Non, ils ont été pris en charge avec l'armée, et ensuite il y a eu des secours pour civils qui sont venus pour les prendre en charge. D'ailleurs, il avait été dans les Juifs, monsieur, celui qui a été décoré là. Monsieur Westman. Monsieur Westman. Oui, Westman, oui. Il y a monsieur Westman qui était juif et qui a été décoré, et il disait que c'était affreux. Rosalie Gondéno, ils avaient quel âge à peu près les déportés que vous avez accueillis? Quel âge avaient-ils les déportés que vous avez? Eh bien, ça dépendait, 40 ans, 50 ans, 30 ans. Il y avait de tout, d'une trentaine d'années à 50. Parlez fort. Hein. Bodo, il arrive. Je voulais savoir, il n'y a aucun enfant en bas âge qui... Des enfants en bas âge. Oui, il avait des enfants en bas âge, puisque M. Auduc, il était tout jeune, il avait 16 ans, il faisait du vélo et transportait comment on appelle ça, des messages rue Gambetta. Il venait de Serran-Foultour, donc il y avait des enfants qui étaient jeunes. Il avait quel âge? Une dizaine d'années, M. Auduc, à ce moment-là. Mais même quand M. Auduc nous parlait là, de ses parents, il nous disait, on voulait leur poser des questions, ils ne répondaient pas. Ils étaient bloqués. Vous avez accueilli votre premier réfugié chez vous? Non, j'étais chez ma mère, donc... Et quelle a été sa réaction? Ma mère, c'était assez spécial. Voilà, j'étais enfermée, quand je partais comme ça, elle m'enfermait dans ma chambre pour pas que je parte. Mais j'arrivais quand même à lui ouvrir la porte. Parce que j'avais une sœur, et une sœur qui était un peu contre ce que je faisais. Alors donc, mais moi, je voulais aller de l'avant, alors donc... Et j'ai continué. Monsieur Caféry pourrait le dire, j'ai encore 12 associations. Nicolas, la majorité des gens avaient peur d'accueillir des déportés? Pardon. Est-ce que les gens avaient peur d'accueillir des déportés? Il y avait... Est-ce que ceux qui ont accueilli les déportés avaient peur?
de les rencontrer ou de dire peut-être des choses maladroites ou autres? Non, pas du tout, non. Mais on était beaucoup de jeunes, là, puisque après, moi, je travaillais à l'hôpital, et il s'avère qu'on était là, on discutait entre nous pour dire, tiens, ben, le prochain, on y va, bon, on fera ça, ça, ça et ça, on leur dira ça et ça. Est-ce qu'ils avaient peur de vous, les déportés? Est-ce qu'ils ont Peur de vous? Non, pas du tout. Non. Non, parce qu'ils ont senti qu'on leur avait dit avant, sans doute dans le train, qu'on allait les recevoir à la gare. Puis non, j'étais jeune, à 16 ans, 17 ans. Et même s'ils leur ont dit ça dans le train, ils ont quand même gardé confiance dans ce qu'ils vous ont dit? Je suis malheureuse de moi. Pas plus fort. N'aie pas peur. Vous avez dit dans le train, on leur a dit que vous les mettrez en confiance. Oui. Et ils les ont cru? Oui, ils ont cru, mais arrivés sur place, en sortant du train, on les voyait, ils étaient là, comme ça. Ils ne bougeaient pas. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui va nous arriver, peut-être encore? Est-ce qu'ils étaient encore sur le feu du sujet en disant, est-ce qu'on va retourner encore dans les camps de concentration? C'est sûrement ça. Hein. Est-ce qu'il y en avait qui étaient marqués, enfin qui avaient des cicatrices? Oui, oui. Ah oui, ça a été marqué, ça. Oui, parce qu'ils ont été battus, tentative pour le brûler, etc. Oui, ça, oui. Les déportés que vous avez accueillis, vous les avez vus dans la rue ou vous les avez vus sortir du train et vous êtes venus vers eux? Si j'ai vu les déportés dans la rue et vous êtes venu vers eux ou c'était à la sortie du train que vous... Ah non, c'est à la sortie des trains, oui. Mais après, je les ai revus parce qu'on a eu un monsieur, je l'ai envoyé là, monsieur De Villiers, et qui était d'ailleurs un ami de mon mari, et on a discuté souvent ensemble, alors là, on prenait conscience. Par exemple, monsieur Auduc, quand il nous reçoit dans sa salle de réception, il en parle vraiment pour la vie de ses parents en disant je voudrais reproduire, je voudrais vous transmettre ce que mes parents ont fait, quoi. Et là, pour nous, c'est capital. Parce que moi, j'ai vécu la guerre, on a eu les bombardements, on se camouflait par terre. Moi, j'ai vu une fois les places de la République, je n'avais pas eu le temps d'aller dans un centre pour me réfugier, à plat ventre, place de la République. Et puis je voulais aussi faire quelque chose, mais je suis arrivée en retard parce qu'à cause de ma mère qui ne voulait pas. Vous savez que le pont Gambetta, il a été... comment on appelle ça? Il n'a pas été dynamité, il a été gardé intact. Oui, et alors moi je dis, j'ai su par comment il s'appelait celui qui était le premier, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Il me disait, la petite, tu vas venir, hein, tu vas venir. Alors je dis à ma mère, tiens, je vais aller me promener. Mais elle a senti quelque chose, je suis arrivée en retard, sinon j'aurais coupé pour le pont Gambetta. Mais après, je suis arrivée, tout était fait, alors bon, ils m'ont reçu quand même. Est-ce qu'il y a des Français qui ont vu le retour des Juifs d'un mauvais œil? S'ils ont entendu... Ah, la question n'est pas simple. Est-ce que vous avez plus ou moins entendu parler ou vu des Français qui voyaient le retour des Juifs d'un mauvais œil? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. D'où avez-vous reçu vos valeurs? Enfin, les valeurs d'aider les autres Qui vous a transmis vos valeurs d'être au service des autres, d'avoir aidé les autres? Est-ce que ça vous est venu de quelqu'un ou de... Regardez. Et toute jeune, je me rappelle, j'étais en classe dans un village qu'on appelle Vibray, et c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille de l'avant, et bon, la preuve c'est que je marchais trop vite, et puis c'est pourquoi que l'autre vendredi j'ai pas pu venir, puisque j'ai voulu m'introduire dans la terre du Mans, et je me suis touchée par terre. Bon. Et juste, il y avait le tram qui arrivait, un jeune comme vous,
est venu pour me prendre mes jambes, parce que sinon j'aurais été pris par le train. Mais c'est plus fort que moi, il faut que j'aille de l'avant. Monsieur Caféry me dit, Madame Maurice, il faut porter le drapeau tel jour, telle heure. Oui, j'y serai, d'accord. Et c'est plus fort que moi parce que j'ai pensé que pendant cette guerre, mon père a fait la guerre de 14-18 et il s'avère qu'il a été d'ailleurs grièvement blessé à une jambe. Et en mémoire de ce que mon père avait fait, je ne pouvais pas faire autrement que d'aider à la guerre de 39-40. Est-ce qu'il y a une dernière Mais question? c'est plus fort que moi, ça. Une dernière question. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Quelle était l'atmosphère générale à la gare du Mans quand vous accueilliez? Est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit ou au contraire très silencieux, très... Non. Oui, il y a eu un moment de bruit et tout d'un coup, quand les personnes sont descendues, on les regardait avec ça et avec leur visage, il y a eu un silence complet. On ne parlait pas. Nous-mêmes, on était même... Eux, ils ne parlaient pas, mais on était aussi gênés qu'eux parce que si on leur parlait de quelque chose, on leur demandait, ils ne répondaient pas, on se regardait les unes avec les autres, on disait, ben non, c'est pas possible, on ne peut pas leur parler. Après, dans les transports, il y avait peut-être un peu mieux, mais là, vous verrez, M. Auduc, il a fait, je vais vous laisser le livre, vous allez pouvoir le lire, et il disait que ses parents ne parlaient pas. Donc, eux, s'ils ne parlaient pas, les enfants ne pouvaient pas parler. Voilà, une dernière question, parce que c'est vrai que ça va bientôt sonner. Jusqu'à ça, prendre le train, je pense, plus ça, ou autre, donc... il faudrait qu'on remonte en classe. Et puis je remonte en classe, et moi j'ai fermé la porte en plus. Donc je vous donnerai les clés. Je vous montrerai avec vous, D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des élèves qui prennent le train. On a des internes, c'est pour ça. Donc c'est bon. Est-ce que vous avez... On va vous remercier tous ensemble. Je vous remercie de votre attention et je remercie votre professeur de m'avoir invité, mais dans un mois et demi, j'aurai 87 ans.